Alors, merci d'avoir choisi de passer du temps à l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Franco-Cuir, en partenariat avec la passerelle IDE, organise cet atelier sur l'intégration réussie pour les personnes LGBTQIA+ immigrantes. On a pensé qu'avec le déconfinement graduel et le retour aux activités en présentiel et au bureau pour plusieurs, c'est comme un nouveau départ. Ensemble, nous verrons les phases de l'intégration, nous partagerons des conseils pour réussir son processus d'établissement et vous aurez l'occasion de partager vos expériences en tant qu'immigrante francophone LGBTQIA+. J'aimerais remercier nos bailleurs de fonds, le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que la province de l'Ontario, sans qui cette activité n'aurait pas pu être organisée. Pour souligner ce partenariat entre Franco-Cuir et la passerelle, je cède la parole à notre fondatrice et directrice générale de la passerelle, Léonie Chatta. Est-ce que Léonie est arrivée? Oui, je suis là. Ah, fantastique. Merci. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, Malika. Quelle belle introduction. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi, pour la passerelle, de se joindre à Franco-Cuir pour organiser cet atelier ce soir. C'est une première que nous faisons d'une série de plusieurs, je l'espère, que nous allons organiser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léonie Tchetal, je suis la fondatrice, directrice générale de la Passerelle, un organisme d'établissement pour les immigrants francophones ici en Ontario. 80% de notre clientèle sont des clients qui viennent des communautés noires, francophones et racialisées. Et nous sommes assez reconnus pour toutes les questions qui touchent l'inclusion, la diversité. Le programme de compétences culturelles que vous allez suivre aujourd'hui, c'est un programme modèle et qui a été reconnu par tous les gouvernements provinciaux, fédéraux et les municipalités comme une meilleure pratique pour l'intégration et l'inclusion des immigrants francophones en Ontario. Pour nous, c'est un privilège de nous joindre à Franco-Cuir pour offrir cet atelier qui est spécialement dédié aux communautés et aux immigrants LGBT et pour pouvoir discuter sur les mécanismes et d'inclusion et les succès dans votre processus d'inclusion. On sait très bien que les communautés noires racialisées ou les immigrants racialisés vivent beaucoup de chocs et des défis dans leur processus d'intégration au Canada. Imaginez encore quand on fait partie d'un groupe qui est déjà marginalisé, exclu et systématiquement et qui vit, si je peux le dire, des barrières systémiques et des exclusions. Donc, pour nous, j'espère que ce soir, vous allez apprécier les 1 heure et demie que nous aurons ensemble, poser toutes les questions parce que ce webinaire est pour vous. Et ensemble, avec Franco-Cuir, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Malika, et je te repasse la parole. Merci beaucoup, Léonie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter notre invitée spéciale de ce soir, sociologue et experte en compétences culturelles de la passerelle, Maryse Birmingham. Donc, Maryse est formatrice en éducation et en relations interculturelles auprès des institutions de langue française de la province, comme les universités, les conseils scolaires, les hôpitaux et encore plus. Elle fut la directrice du programme d'agents de liaison multiculturelle au sein de l'organisme communautaire des services aux immigrants d'Ottawa pour plus d'une décennie. Elle a participé à de nombreuses recherches portant sur la problématique des immigrants francophones et de leur intégration au sein de la communauté francophone d'accueil, tant pour le gouvernement provincial que pour le fédéral. Elle nous rejoint de la région de l'Outaouais, près de la capitale nationale. Merci Maryse d'être avec nous aujourd'hui. Je te cède la parole. Merci Mélika. C'est un plaisir pour moi de venir faire cette présentation. Effectivement, maintenant je suis à la retraite, mais c'est une retraite qui est encore en discussion parce que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai cessé de travailler. Et c'est toujours un plaisir de venir parler à des nouveaux arrivants francophones sur le sujet de l'intégration. Parce que si on est ici, ce n'est pas pour faire du tourisme à 8 mois d'hiver, c'est certainement pour se reconstruire
se rebâtir et dépasser le stade d'intégration pour arriver au stade d'inclusion. Parce que si on est ici, ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est parce que nous sommes, en tant que francophones, l'assurance de la pérennité du fait français en Ontario. Parce que, comme vous le savez, avec les problèmes démographiques, avec l'assimilation et l'exode des francophones des régions rurales, ça devient de plus en plus criant d'assurer qu'on ne lira pas un de ces jours dans un livre d'histoire, il était une fois, on parlait français en Ontario. Donc, pour ceux, l'immigration francophone, qui est ciblée depuis à peu près 2008, il y a une campagne, vise à aller chercher des gens des pays membres de la francophonie pour les encourager à s'installer hors Québec. Effectivement, nous venons de toutes sortes de cultures, de toutes sortes enfin, majoritairement de l'Afrique et de la Caraïbe, d'Haïti, et de toutes sortes de religions, d'accents et d'orientation. Et aujourd'hui, le processus même d'immigration charrie avec lui des attentes extraordinaires qui se heurtent à la réalité une fois arrivés ici et qui sont en directe contradiction. Et si en plus, la réussite de notre intégration dépend nécessairement des expériences pré-migratoires vécues depuis le pays et des expériences post-migratoires. Pour certains membres de la communauté LGBTQ, l'expérience pré-migratoire, des fois, est très douloureuse. Malheureusement, bon nombre de sociétés, encore de nos jours, sont homophobes. Il y en a qui font face à des persécutions, certains endroits, sinon d'être complètement mis à l'écart et triplement marginalisés dans leur pays d'origine. Or, il faut absolument, une fois arrivé ici, essayer de conjuguer avec cette expérience pré-migratoire et l'expérience post-migratoire. Vous savez que de nombreuses études en matière de démographie et de migration démontrent que c'est l'immigration ou l'établissement fait partie d'un des plus grands traumas qu'un être humain peut vivre. Et c'est pour ça qu'il nous faut avoir des outils pour pouvoir accélérer, faciliter et encourager cet établissement, cette intégration, une fois arrivé dans la société d'accueil. C'est pour ça que la passerelle a mis sur pied ce programme auquel j'ai participé dès la genèse, qui consiste en des compétences culturelles, l'acquisition de compétences culturelles. Mais c'est quoi au juste? Mais une définition générale porterait à croire que les compétences culturelles, c'est une série de savoir-faire, une série de connaissances dont on se dote pour faciliter, pour activer la place qu'on devrait prendre dans la nouvelle société d'accueil. Donc, et elle s'acquiert par le biais des interactions fructueuses entre la personne et la société dans laquelle elle évolue. Comprendre le déroulement de cette société, comprendre les nuances qui vont nous permettre de dire « Ah, bon, ben c'est comme ça que ça se fait, donc il faut que je m'ajuste en conséquence parce qu'on vient de mode, de savoir-faire qui est drastiquement des fois opposé à celui d'ici. » Le simple fait de pouvoir se déplacer dans une ville, faire l'acquisition de l'anglais, comprendre les us et les coutumes et les lois de cette nouvelle terre dans laquelle on vient s'installer, parce que n'oubliez pas que l'immigration, c'est un déracinement. C'est comme si on déracinait une plante dans l'espoir de venir la replanter sur une terre dont on ne connaît ni la compatibilité, ni les ressources disponibles pour la replanter. Donc, c'est d'une importance capitale de faire l'acquisition
de compétences culturelles. Et effectivement, vous allez vous installer finalement, mais après des tergiversations, des douleurs, si on n'a pas cette espèce de mainmise sur notre nouvelle réalité très, très, très vite. On parle tous français, c'est vrai, mais il y a les régionalités et les mots ne veulent pas toujours dire la même chose ici, dans le français canadien, qu'ils veulent le dire dans le nôtre. Et d'où la nécessité d'une telle formation. Je vous parle seulement des variantes d'une langue à l'autre, a fortiori de comprendre les autres, de comprendre et de faire face, ce qui va nous outiller pour faire face aux heurts, aux difficultés, aux barrières qu'on va retrouver sur notre chemin. Le Canada est un pays qui offre la dignité à tout le monde, un pays très ouvert, très accueillant, mais ça ne veut pas dire que tous les Canadiens le sont. Et comme partout ailleurs, l'homophobie, malheureusement, est réelle et tangible. Et si on n'a pas cette armure pour pouvoir faire face de façon efficace, à ce moment-là, on finit par sombrer dans une dépression, dans un regret vous devez l'apprendre à partir de connaissances. Vous savez, l'information, c'est le pouvoir. Quand on a l'information et la formation, c'est un pouvoir. Si on a les outils nécessaires et les connaissances nécessaires, on peut facilement appréhender, on peut facilement apprivoiser, je voulais dire, les difficultés et qu'on rencontre dans une nouvelle société. Prochaine diapo. Excuse-moi, Marie, je vais juste interrompre parce que j'ai sauté les objectifs de l'atelier. Alors, je vais juste les dire rapidement avant de passer au prochain. Je m'excuse. Merci pour votre patience. D'accord. Alors, ce soir, nos objectifs, ça sera vraiment d'offrir des notions de compétences culturelles visant à faciliter et accélérer le processus d'établissement des immigrantes LGBTQIA+, informer et sensibiliser les nouveaux et nouvelles arrivantes francophones quant aux ressources disponibles dans la communauté, familiariser les nouveaux et nouvelles immigrantes francophones aux différentes phases de leur intégration, entamer un dialogue ouvert sur leurs attentes dans leur nouvelle société d'accueil. Parfait. Désolée. D'accord. Avancer, s'il vous plaît. Je l'ai effleuré quand même, ces objectifs-là. Alors, prochaine diapo. OK. La première chose dont on doit se doter, et puis je vous exhorte fortement à faire l'acquisition d'une copie. Vous pouvez simplement le télécharger sur Google, peu importe. C'est une copie de la Charte des droits et libertés qui devrait en quelque sorte être votre Bible, votre Coran, votre Torah dans cette nouvelle société. C'est un bijou parce que c'est un modèle unique dans le monde, mais qui détaille clairement les droits conférés par la Charte aux minorités, enfin à tout le monde, mais surtout en ce qui nous concerne, les droits des minorités visibles, sexuelles, linguistiques, religieuses, qui vivent sur le territoire canadien d'un océan à l'autre. Et ces droits sont de pouvoir vivre sans être contraintes par des discriminations. Vous ne pouvez pas être discriminé pour un emploi à cause de votre âge, votre nationalité, votre religion, votre orientation sexuelle. Vous ne pouvez pas être discriminé quant au logement, ce qui n'est pas le cas de partout ailleurs dans le monde, pour les mêmes raisons. Vous ne pouvez pas être discriminé dans votre éducation à cause de votre orientation sexuelle. Vous ne pouvez pas. Et si vous l'êtes, l'un des
organismes ou des institutions au Canada qui fonctionnent le mieux et à merveille, c'est vous avez recours à la Commission des droits de la personne. Et je vous assure que si votre cas est bien documenté, et c'est l'une des institutions qui va rétablir ce manque à la charte. Vous savez, les clauses de la charte, il y a des clauses démocratiques, il y a des articles qui touchent le droit à les garanties juridiques, les garanties linguistiques et les garanties, évidemment, c'est une charte, vous pouvez vous asseoir et je vous exhorte à en faire votre livre de chevet. Et cette charte, on ne peut pas changer une clause à la charte simplement parce qu'il y a un nouveau gouvernement ou quelqu'un juge qu'il serait préférable de commencer à rejeter cette clause. Ça prendrait près de 10 ans pour que le Parlement du Canada puisse changer même une virgule aux articles de la charte, à moins que ça ne pose, le changement adresse un problème de sécurité du Canada. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un modèle unique au Canada et c'est peut-être pour ça que j'y vis depuis 58, prochainement 59 hivers. C'est parce que justement, c'est l'un des rares pays sur cette planète qui adresse l'humain dans toute sa complexité. Ce n'est pas parfait, il n'y a rien de parfait en matière d'humanité, mais c'est assez proche. Ou du moins, ça donne des recours quand il y a faux pas, quand il y a eu mal donne ou quand il y a eu abus des droits de la personne. Alors, je vous exhorte à vraiment vous familiariser. Quand on connaît les lois, quand on connaît les droits et quand on connaît aussi ses responsabilités dans une nouvelle société, on peut naviguer à travers cette société de façon plus rapide au lieu de se toujours positionner ou de se sentir toujours victimisé sans recours. Si on est ici, c'est parce qu'on a fui ce genre, pour la plupart d'entre nous, ce genre de victimisation qu'on a laissé dans nos pays d'origine. D'accord? Alors, prochaine diapo. Alors là, je pense que ça va être ma petite discussion, là, ma petite question pré-compétence. Désolée, il y a toujours un petit temps de... Il y a un petit temps décalage. Voilà, à chaque fois que je passe la diapo, il y a toujours un petit temps de décalage. Pas de problème. Merci beaucoup, Kenza. Alors, avant de commencer, j'aimerais demander aux courageuses et courageux de peut-être intervenir. Alors, ma première question, c'est qu'entendez-vous par intégration réussie? Vous pouvez lever la main ou répondre dans le chat. Alors, c'est quoi une intégration réussie? Aussi, comme je suis en mode speaker view, je ne vois pas les participants et participantes. Alors, mes collègues, aidez-moi. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui... Oh. Ah, John. Oui, John, tu peux ouvrir ton micro, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Moi, je me dis, l'intégration réussie, c'est quand tu arrives dans un pays comme ce pays-ci qui est anglophone, tu parviens à trouver une stabilité, tu parviens à trouver un logement, tu parviens à trouver un groupe pour t'intégrer, tu parviens à trouver un travail pour te distraire, et puis, et que tu sois à l'aise, que ta santé mentale puisse être stable. Moi, c'est ma part, l'intégration réussie là-bas. D'accord. Quelqu'un d'autre? Dans le chat, je vois que quelqu'un dit sentiment d'appartenance. Quelqu'un d'autre? Oui, il y a une main levée. D'accord. Il y a une main levée. Par contre, j'arrive pas à voir le nom. Activez le micro. Le nom n'est pas nécessaire, à moins que la personne veuille.
C'est Ursule. Ah, d'accord. Bonsoir, Ursule. Bonsoir. Pour moi, une intégration réussie en tant qu'immigrante et en tant que personne LGBTQ, c'est d'abord retrouver un environnement sain, pouvoir se retrouver et puis être rassuré que dans le pays dans lequel nous sommes en sécurité. C'est pouvoir d'abord être épanoui et puis pouvoir commencer à mettre en pratique ses objectifs en fait. Merci. Okay. On prend une dernière intervention parce que vous pouvez toujours intervenir à la période de questions hein, sur ces questions-là, dans la discussion. Et puis aussi, je vois que Ursule a répondu à ma deuxième question, qui est bien. Alors, que représente-t-elle pour les personnes s'identifiant à la communauté LGBTQIA+. On a une réponse aussi de la part de Maurice Pierre dans le chat qui nous dit l'importance de se réseauter et créer de nouveaux liens afin de se sentir à l'aise et de participer à cette nouvelle communauté. Merci Maurice Pierre. Quelqu'un d'autre? On va passer à la troisième alors. D'accord. Alors, pour la troisième, je suis high-tech. On va retourner. J'ai un sondage. Alors, on va vous poser la question. On recule de 2 diapos. Alors, voyez-vous le sondage sur l'écran? Oui, Mérita. Parfait. Alors, faut-il être sorti du placard ou out pour se considérer comme bien intégré? Donc, vous pouvez cliquer sur oui ou non. Et puis, dans quelques instants, on va vous partager les résultats au sondage. Ça devrait apparaître sur votre écran. J'ai hâte de voir ce que vous pensez. Alors, faut-il dévoiler son orientation sexuelle pour être bien intégré ou son identité de genre ou expression de genre? Est-ce que vous voyez le sondage? J'ai Pamela qui dit qu'elle ne le voit pas. Moi non plus, je ne le vois pas. Moi-même, je ne vois rien. OK. Merci de me le partager. Arnaud, as-tu réussi à lancer le sondage? Oui. Ah, il faut cliquer sur relancer le sondage. Moi, je n'ai pas accès au sondage. Ah, OK. Est-ce que quelqu'un le voit en ce moment, le sondage? Melika, je n'y ai pas accès non plus. Ah. Oui, je le vois, Melika. Discussion et sondage? Oui. Sur Zoom, oui. Oui. Moi, je le vois. Et puis, je vous ai envoyé un commentaire, mais je ne sais pas si vous avez reçu ça. Qu'entendez-vous par l'intégration reçue? Donc, j'ai donné le toi, tu vois la diapositive, hein? OK. Moi, je parle du sondage Zoom, mais c'est correct. C'est ça. Mon petit sondage fancy ne fonctionne pas ce soir, ça va. Je vais juste... mais je vais dire, si tout le monde connaît leur bouton sur Zoom, levez la main si vous pensez qu'il faut sortir du placard pour bien s'intégrer. Ah, 2 personnes ont levé la main. 2 ou 3, OK. Alors, je prends pour acquis que les autres disent non ou sont indécis. Parfait. Merci. Alors, Maryse, est-ce qu'on veut adresser cette question maintenant ou est-ce qu'on veut l'adresser plus tard dans la présentation? Moi, je préférerais l'adresser plus tard pour donner plus de temps et parce que la prochaine diapo va démontrer, va répondre en quelque sorte à cette question. Mais s'il y a quelqu'un qui veut intervenir maintenant, je n'ai pas de problème. Parfait. On va y revenir. Je te laisse présenter, ma chère. D'accord. Prochaine diapo. Alors, sachez que peu importe, ça c'est pas mon invention, c'est une étude faite par l'UNESCO qui démontre que peu importe d'où on immigre et où on immigre,
on va passer par 4 phases de notre intégration. Et souvent, nous ne sommes pas capables d'identifier ces phases-là. Et le fait de ne pas pouvoir le faire constitue une barrière, justement, à cette accélération de l'intégration. La première phase, c'est la phase de la lune de miel. Après de nombreux mois, voire des années, à faire le pied de grue devant l'ambassade du Canada dans nos capitales respectives, ou de faire demande auprès du gouvernement canadien pour être reconnu comme demandeur d'asile, on finit par nous dire un beau jour, et puis on nous demande toutes sortes de pièces, des fois il faut même prouver, hein, on nous demande quasiment d'apporter le placenta dans lequel on est né pour prouver que c'était bien nous. Et finalement, un jour, l'ambassade nous envoie une lettre, un courriel, où on nous convoque pour nous dire que le Canada nous juge assez bien ou assez bon pour être admis sur leur territoire. Alors, on est en extase. On est dans une phase d'euphorie, on arrive chez nous, on liquide tout ce qu'on a, on laisse la maison à un parent qui va l'occuper, on liquide la voiture et tout ce qu'il faut parce qu'on va trouver mieux une fois arrivé ici. C'est l'une des illusions de l'immigration. C'est l'une de ces attentes dont je parlais au début que charrie l'immigration. On croit que tout est meilleur là-bas. On arrive, on passe à la banque, on prend nos économies, on arrive, on a un parent ici qui va nous accueillir, donc on n'a pas de souci. Et les premiers jours au Canada, on est en amour avec le Canada. On est en amour avec les Canadiens. On les trouve beaux, on les trouve gentils, agréables. Tout est meilleur au Canada. Le lait est plus onctueux, le beurre a meilleur goût, la poule cuit en 5 minutes par rapport à nos cocottes qui doivent bouillir toute une journée pour être comestibles. Et on veut faire l'expérience de notre nouvelle terre. Cette phase dure les 2 premiers hivers au Canada. On veut faire l'expérience de la neige, du froid, on veut découvrir ce pays, on veut tout. Pour peu qu'on arrive avec des économies, on trouve que tout est à meilleur marché. La télé grand écran qui fait 25 000 au pays, il ne coûte que 2 000 ici. Alors, on veut faire l'acquisition parce que surtout qu'on nous a vendu le Canada sous ce que moi j'appelle le grand mensonge. On nous a fait croire que nous faisons partie du groupe qui parle l'une des 2 langues officielles au Canada. Le Canada est tout à fait bilingue. Il y a une communauté francophone qui n'attend que nous. Et comme le processus d'immigration au Canada est un processus extrêmement élitiste, on nous recrute en fonction de nos diplômes, de nos connaissances académiques, de nos compétences. Et là, on nous dit qu'en dedans de ça devrait pas vous prendre longtemps avant de trouver un bon emploi. Vous êtes hautement qualifié parce que sachez que le Canada importe plus de gens ayant des maîtrises et des doctorats qu'il n'en produit lui-même, ce qui est un phénomène sociologique extrêmement important. Par contre, une fois arrivé ici, 2 choses vont se produire. Si vous n'avez pas l'anglais, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas décrocher un emploi qui vaille, et même un qui ne vaut pas. Et en plus, vos acquis ne seront pas reconnus. Alors, passer cette phase de la lune de miel où on est en amour, on va tomber dans la 2e phase, qui est la phase du choc avec la société d'accueil. Cette phase, en règle générale, elle dure 5 ans. Mais il y a des gens, selon l'expérience pré- et post-migratoire, qui ne s'en sortent pas du tout, qui restent collés à cette phase toute une vie. Il y a des gens brillants, il y a des immigrants brillants, hautement qualifiés et qui restent amers qui sont ici depuis et qui n'arrivent pas à percer, qui n'arrivent pas
à se défaire de cette notion d'avoir fait un mauvais choix ou d'être encore victime de certaines façons, certains aspects de leur culture ambiante, culture du pays, et qui restent collés parce qu'ils ont eu des expériences extrêmement négatives une fois arrivés au Canada. Évidemment, tout dépend. L'intégration est un processus personnel. Personne ne s'intègre au même rythme que l'autre. C'est un processus qui tient compte de la personne, de la personnalité de la personne. Votre attitude va déterminer votre altitude en matière d'intégration ici au Canada. Si vous arrivez avec une attitude de tout le monde, aidez-moi, je suis là, il faut me prendre en main, les chances que vous puissiez faire un essor ou voler à une altitude extrêmement élevée, ce qui est au départ le rêve de l'immigration, ben, ça sera un petit peu compromis parce que ici, il faut, depuis petit, on vous apprend à être autonome. Dans nos pays, ce n'est pas nécessairement dans nos cultures un phénomène qui est mis de l'avant. Alors, on s'attend à ce que cette société nous prenne en charge, nous couvre, nous oriente en nous tenant par la main. Non, certes, il y a des organismes pour aider à faciliter le processus, mais le processus vous revient. C'est à vous à prendre votre intégration en main. Et pour prendre cette intégration en main, il faut être d'abord égal à soi-même. D'ailleurs, pour faire l'acquisition de compétences culturelles, qui va faciliter l'intégration, il vous faut d'abord être à l'aise dans votre propre culture, dans votre propre être, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres cultures, vous ouvrir à d'autres façons de faire, sans les regarder à travers des lunettes opaques où vous allez vous dire « Oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» Il faut vous dépouiller d'abord de certaines conceptions qui ne vont pas tenir du tout ici. Et le choc avec la société d'accueil, vous le développez quand vous commencez à accumuler des revers. Quand on se rend compte que nos acquis ne sont pas reconnus, qu'on ne possède pas la langue officielle, qui est l'anglais, et que, de surcroît, on ne comprend pas comment ça fonctionne, c'est évident. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui arrivent ici et le concept du bail pour un logement, ce n'est pas quelque chose qui est courant dans nos cultures. On nous loue une maison, on le loue, on paye au mois et puis c'est fini. Ici, vous signez un bail pour 12 mois et au bout de 3 mois, vous vous sentez agressé par votre voisin, l'appartement n'est pas confortable, vous remarquez qu'il y a des cafards, en fait, qu'il y a des choses qui viennent perturber votre bien-être. Vous décidez, ah non, moi je vais trouver un autre logement, je m'en vais. Sans résilier le bail, sans condition, vous allez vous retrouver à payer, ça faisait 3 mois seulement que vous habitiez ce logement, mais vous allez devoir payer les 9 autres mois qu'il reste et vous pouvez être poursuivi en cours parce que c'est un contrat, vous avez fait bris de contrat avant la fin de l'entente, vous restez devoir cette somme. Et ça, c'est un choc parce qu'on n'est pas habitué. Alors, je prends cet exemple, vous pouvez le multiplier par des milliers d'autres exemples. Le choc avec la société d'accueil, on commence à le reconnaître, on commence à pouvoir l'identifier selon le déroulement de la vie de la personne. La première phase, vous allez voir, ce sont les gens qui vous arrivent, ils viennent d'arriver entre 1 an et 3 ans. Et ils arrivent, ils sont
heureux, vous leur donnez n'importe quel pamphlet, ils assistent à tous les ateliers, ils sont heureux d'apprendre, ils lisent les prospectus et les papiers de couvert à couvert. À la deuxième phase, par contre, ce sont des gens extrêmement amers. Tout est vu à travers des lunettes noires. Vous les convoquez, ils vous disent que ça fait je suis ici depuis 4-5 ans, je n'ai pas pu trouver d'emploi. Vous leur dites, écoutez, vous aimeriez, je vais vous référer à un atelier en recherche d'emploi. Ouf, j'ai déjà assisté à ça depuis plusieurs fois, ça n'a rien donné. Tout ce que vous leur proposez est pris est accueilli avec une espèce de défaitisme, de rejet, de ouf, ça donne rien. Et puis, fait l'apparition du racisme utilisé à toutes les sauces. Et je ne suis pas du tout naïve pour ne pas croire et reconnaître que le racisme est bel et bien ancré, systémique et autre au Canada. Il est plus systémique qu'il ne l'est, comme aux États-Unis, pratico-pratique, mais ce qui le rend encore plus pernicieux. Mais, par exemple, on n'a pas su comment vendre sa salade pour obtenir un emploi lors de l'entrevue, et tout de suite, on saute aux conclusions en disant oui, mais tu sais, ici, hein, ils ne m'ont pas embauché parce que je suis musulman, ils ne m'ont pas embauché parce que je suis membre du LGBTQ, excusez-moi, je suis noir, je suis africain, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de moi. Alors que probablement, c'est parce qu'on n'est pas habitué au mode d'entrevue pour obtenir un emploi. Et quand vous essayez de proposer justement un atelier qui pourrait les emmener à développer ces compétences, leur bouffe, non, ça ne veut rien dire. Et là, on devient amer, on devient extrêmement pessimiste quant à notre avenir ici au Canada. Et cette phase qui dure à peu près 5 ans, s'il n'est pas compris, des fois on ne se rend pas compte qu'on traverse cette phase. On se réveille un matin, puis on commence à déchanter. Mais à ce stade-ci, on ne peut plus, le retour au pays n'est plus possible. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on a laissé le pays. On est venu avec un objectif, un plan d'immigration, de pouvoir mordre à cette illusion de la vie américaine, du rêve américain, et on est complètement dépourvu et on se restreint nous-mêmes en n'acceptant pas d'aller vers les ressources. La plupart du temps, les gens pour lesquels cette phase dure plus longtemps qu'il ne faut sont des gens qui n'ont jamais fait appel aux ressources communautaires ou aux centres d'accueil pour immigrants, qui ont cru pouvoir le faire de par eux-mêmes, ou qui ne veulent pas, moi je ne vais pas là-bas, il y a trop d'Ivoiriens qui travaillent là, ils vont connaître mes affaires, il y a trop d'Haïtiens ici, mais il y a toutes ces restreintes et ces contraintes qu'on se donne. Mais comme, fort heureusement, l'être humain ne peut pas rester en colère ni fâché toute sa vie, ce serait une mort psychologique. Une mort psychologique. Et vous savez qu'à ce stade-ci, c'est là qu'arrivent les problèmes de santé physique et mentale. Il y a des études qui ont démontré qu'un immigrant, pour arriver ici, il faut passer des contrôles extrêmement sévères pour qu'on nous accorde le visa. Mais en dedans de 3 ans au Canada, on va développer une maladie physique ou mentale reliée au processus d'intégration. Tout comme les unions ne durent pas ou durent très peu de temps à cause du stress relié à l'établissement. Surtout quand le processus se fait de façon extrêmement copier-coller, là, pas vraiment structuré avec un plan, des objectifs. Voilà où je suis maintenant, voilà où je veux être, et aussi un dépouillement
de ce que on croyait être au pays. On emmène ça, moi je ne suis pas n'importe qui, hein, j'étais haut fonctionnaire, moi je suis ci, moi je suis ça. Et si on ne se dépouille pas de même pas des illusions, de ce que les autres nous disaient que nous étions, et la nouvelle réalité, ben là, ça constitue à non seulement nous garder dans la phase du choc avec la société d'accueil, mais aussi à créer de sérieux problèmes au niveau de la santé mentale. Surtout qu'on est confiné dans 8 mois de l'année, on a perdu nos réseaux, on ne connaît pas de gens, on habite dans une tour, mais on n'a jamais dit bonjour à nos voisins ou ils ne nous ont jamais dit bonjour. Tout ça vient jouer sur le psyché. Et si, par exemple, on est revendicateur de statut de réfugié et qu'on est en attente d'une réponse, notre vie est en quelque sorte dans une espèce d'imbroglio, de zone grise où on n'a vraiment pas même mis sur nos prises de décision. Le choc peut durer encore plus longtemps. Mais comme on ne peut pas rester fâché, alors on va passer à la troisième phase, qui est la phase de la résilience ou de la résignation. La première, c'est un retour. On finit après des années par comprendre, après tous les tests, toutes les évaluations qu'on voulait faire pour pouvoir réintégrer notre métier d'origine. Par exemple, si on est médecin, on va passer tous les matchings et tout, et le peu d'économies que nous avons vont passer dedans. On se rend compte qu'on ne sera pas médecin au Canada. On reste médecin, mais on ne sera pas médecin pratiquant au Canada, ou comptable, ou employé, ou enseignante, avec le diplôme qu'on a emmené dans ce pays. Alors, on va prendre une décision, à savoir, je retourne aux études, je vais m'endetter auprès du gouvernement provincial, je vais obtenir un prêt, je vais retourner. Et des fois, on change catégoriquement de domaine d'études, alors que, parce qu'on ne sait pas qu'on aurait pu faire évaluer notre diplôme et avoir des crédits. Par exemple, si le diplôme de comptable qu'on a emmené est l'équivalent de 40 crédits au Canada, ben, on peut aller chercher les 20 autres crédits dans l'espace d'1 an et demi et avoir notre diplôme de comptable, un diplôme canadien qui va nous ouvrir des portes et qui va nous permettre d'accélérer. L'intégration sans l'économie est un meuble inutile. Si on n'est pas économiquement branché, on n'a pas, ou du moins en voie de le devenir, nos chances de nous intégrer, c'est-à-dire de participer à la vie sociale du Canada. Quand on arrive à peine à gagner assez d'argent pour pouvoir à nos besoins mensuels, et des fois, les besoins, on doit diminuer nos standards pour pouvoir nous permettre de vivre, ben, on n'a pas le temps d'aller à un festival ou de prendre un passeport pour des symphonies ou les pièces de théâtre pour la saison. Donc, on n'est pas encore intégré. On ne peut pas participer à certains sports parce qu'on n'a pas les moyens économiques. Et ce qui nous empêche des fois, ce qui vient exacerber la phase du choc avec la société d'accueil, c'est qu'on oublie qu'on a immigré dans un pays et non pas dans une ville. Ça, c'est un must qu'on doit se mettre en tête. L'immigrant, parce qu'il y a un petit groupe de gens qui lui ressemblent ou une petite communauté, même si elle va être rejetée de cette communauté-là, préfère rester à Toronto et galérer ou à Ottawa ou à Québec, au lieu de voir qu'il y a 10 provinces et 3 territoires et qu'on peut aller voir ailleurs si on y est. Ça permet d'accélérer. C'est un signe aussi d'intégration que de vouloir, je ne dis pas de se déplacer du jour au lendemain sans planification, mais de penser peut-être que je vais voir sur le site du Nunavut qu'est-ce qui est offert et qui peut répondre aux compétences que j'ai. Qu'est-ce qui est offert au Manitoba? Qu'est-ce qui est offert ailleurs? Non, on va rester là parce que c'est là qu'on a débarqué.
Cette phase de résilience, en principe, il dure à peu près 3 ans. Le temps d'aller chercher un diplôme au collège ou à l'université, le temps de se revoir et se recycler, le temps de faire l'apprentissage de l'anglais pour pouvoir fonctionner en milieu de travail, pour pouvoir fonctionner en milieu social, parce que le français est une langue minoritaire, donc de ce fait, les débouchés en milieu francophone sont très limités, alors que quand on est bilingue ou qu'on peut se débrouiller en anglais, les débouchés deviennent beaucoup plus larges. Et comme on ne peut pas non plus, vous savez, on est dans une nouvelle société. Moi, après 58 ans au Canada, je ne peux pas prétendre d'être haïtienne, pas plus que je peux prétendre d'être suédoise. Je suis une espèce de mélange de ce que j'ai gardé de ma culture originelle, de ce que j'ai pris de la culture canadienne. Et comme j'ai eu le bonheur de travailler avec des groupes venant des 4 coins du monde, ce que j'ai pris de chacune de ces cultures qui me paraissaient importantes, la joie de vivre et le minimalisme du groupe africain, de la culture africaine, où avec peu, même avec peu, on profite de la vie, on a cette joie de vivre, on a 2-3 cuisses de poulet, une table où on peut taper, puis la fête dure jusqu'à 4-5 heures du matin. On n'a pas besoin de 3 ans de planification pour pouvoir profiter de certaines joies de la vie. La même chose avec que j'ai pris, par exemple, ce sens de dépassement lors du Ramadan. Bon, pour moi, j'en ai fait ma spiritualité. Enfin, je l'ai ajouté à mes éléments spirituels. Pouvoir se sacrifier d'eau et de nourriture pendant toute une journée pour accéder au divin. Bon, ça, c'est ma croyance à moi, je ne l'impose à personne. Mais je veux dire qu'à un certain moment, à force de vivre dans cette société, on se reconstruit une identité, une vie, une culture qui est différente de celle avec laquelle on est venu. Vous savez qu'immigrer, c'est mourir pour ressusciter. La personne qui quitte n'importe quelle capitale sur cette planète aujourd'hui pour venir vivre au Canada meurt de là où elle part pour ressusciter au Canada. Pour le meilleur ou pour le pire, ça, c'est à voir. Mais donc, on se refait une identité. On se retrouve tout d'un coup à faire des choses qui ne sont pas nécessairement, qui n'étaient pas présentes dans notre culture originelle. C'est-à-dire, on va se retrouver là dans quelques semaines à apporter un arbre dans notre salon et à le décorer. C'est pas évident que ça se fait chez nous. On va commencer à mettre des lumières, on va commencer à vouloir aller faire les achats de Noël. On vient de vivre l'Halloween, c'est quelque chose d'absurde pour nous de célébrer les morts, de célébrer les fantômes. Moi, j'ai des clients qui m'appelaient le 1er novembre pour me dire « Hé, Marie, mais c'est grave ça. Mais les Blancs, là, ils sont fous. Comment ils peuvent célébrer les morts et les fantômes ?» Mais quelques années après, je voyais devant chez eux les décorations de squelettes, de citrouilles et de tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont incorporé cet élément culturel pour se faire une nouvelle identité, une identité qui est une espèce de magma, de fusion de leur culture amenée ici et les éléments qu'ils ont greffés autour de cette culture. Et des fois, même l'accent, on finit par prendre l'accent avant qu'on se rende compte, on se dit, mais là, ça se peut-tu? Pour pouvoir même se faire comprendre, on adopte les termes, on adopte l'accent, on adopte la façon de faire, parce que sans ça, on n'arrive pas à communiquer avec l'autre. Alors, ces 4 phases-là vont déterminer ou vont faire partie intégrale de votre processus d'intégration. Et une fois qu'on a passé ces 4 phases-là, il y a des gens, par exemple les jeunes, les très jeunes, ceux qui immigrent ici très jeunes,
passe par la première et la dernière phase. C'est-à-dire, ils arrivent ici, ils sont en amour avec cette société-là. Il y a une certaine liberté, il y a un laxisme qu'on ne trouve pas. On est moins collé à l'opinion de l'autre ou le regard de l'autre vers nous. Comme au pays, si tu sors et que tu es habillé de façon différente un jour, on croit que, wow, il y a un problème. Alors qu'ici, moi, en hiver, j'adore ça, je mets mon manteau, mes pyjamas et je vais au magasin faire mes achats, personne ne me voit, mais je n'oserais jamais le faire chez moi, dans mon pays. Parce que tout le monde commencerait à suggérer qu'on m'enferme dans une institution mentale, parce que comment elle peut sortir comme ça? Il n'y a pas cette espèce de pression sociétale qu'il y a chez nous. Et avec ceci, je crois qu'on peut facilement et finalement être vraiment soi. Si tant et aussi longtemps qu'on ne s'assume pas, on ne peut pas être intégré ou avoir une intégration réussie. Il faut qu'on puisse d'ores et déjà finalement faire ce ouf, j'ai pas besoin de voir ou de faire partie. Il y a des gens qui arrivent même à devoir le jugement ne va pas seulement à la personne, il s'extrapole à l'ensemble de la famille. Oh, tu sais, ils ont un garçon là, il est gay, hein? Ou une fille lesbienne, là, vous voyez, et ça devient un problème, ça oblige à une espèce à se cacher et à ce moment-là, à ne pas s'assumer. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les identités naturelles et les identités adoptées. Puis si on n'arrive pas à conjuguer ces deux identités, c'est-à-dire que je suis moi, je suis né moi, j'ai choisi d'être moi, donc ça c'est originel, et je le conjugue avec, par exemple, d'être sociologue, d'être experte en diversité, ou d'être grand-mère, d'être mère, d'être... et c'est ces deux parties-là, ces deux entités, qui, quand ils sont conjugués en étroite collaboration, quand l'un ne prend pas le dessus sur l'autre, qui nous rend compétents culturellement. Je ne suis pas née immigrante, je le suis devenue. Je ne suis pas née mère, je ne suis pas née grand-mère, je ne suis pas née sociologue, je le suis devenue. Par contre, je suis née appartenant au groupe des négroïdes. Et peu importe ce que je fais, mon ADN va le démontrer. Je suis née avec le chromosome qui a décidé que j'étais une femme et je peux prendre toutes les caractéristiques d'un homme, je reste et demeure en ADN, du moins. Mais dès que j'assume mon identité, à ce moment-là, je peux finalement être moi-même et être débarrassé d'un poids, être capable de m'épanouir. Et l'intégration, c'est un investissement au maximum. C'est de pouvoir à la fois fonctionner en tant que, je ne sais pas moi, camerounaise, algérienne, haïtienne, mais dans le contexte canadien. C'est de pouvoir juxtaposer les deux. Et c'est là que je suis réussie. L'intégration, ce n'est pas la caisse que je conduis, ce n'est pas la taille de la maison que je vais acheter au Canada, ce n'est pas le salaire annuel que je fais. C'est la façon dont je fonctionne au sein de cette société, que je contribue à cette société, tant sur le plan de mon engagement civique, tant sur le plan de ma réussite, de mon évaluation. En fait, c'est l'échelle de Maslow. C'est mon actualisation. Et l'actualisation prend tous les aspects de soi pour pouvoir être totalement intégré. Et ça ne sert à rien de venir ici. Et l'intégration, ce n'est pas seulement en venant de l'extérieur. Si vous n'êtes pas intégré, vous ne pouvez pas intégrer ceux qui dépendent de vous.
Vous ne pouvez pas aider, un enfant peut naître ici, mais s'il n'a pas grandi au sein d'une famille intégrée, il reste aussi peu intégré qu'un nouvel arrivant, des fois même pire, parce qu'on s'attend à ce qu'il puisse opérer dans cette société. C'est de pouvoir s'engager, c'est de connaître le fonctionnement politique du Canada, le fonctionnement économique, le fonctionnement social et le fonctionnement communautaire et linguistique du Canada. C'est tous ces aspects mis ensemble qui vont assurer qu'on passe à travers ces 4 phases-là, parce que c'est inéluctable. Et qu'on puisse aussi fonctionner comme un citoyen à part entière. Parce que, vous savez, des fois, on retarde notre intégration ou on la bloque parce qu'on croit qu'on va faire un retour au pays. Pardon. Ça devient de moins en moins possible. Parce qu'on est plus étranger chez soi qu'on l'est ici. Prochaine diapo. Je pense que c'était la seule diapo. Tu voulais passer aux outils et recommandations? Oui. OK, on n'a pas une diapo pour cela. Alors, malheureusement, je vais rester sur celle-là. Les recommandations. Premièrement, assurez-vous de faire l'inventaire des ressources communautaires disponibles et qui sont prêts à vous aider dans votre cheminement vers une intégration réussie. Soit par des ateliers, soit par une orientation, soit par l'outillage, soit par en vous accueillant seulement et en vous dirigeant vers d'autres ressources qui sont là dans la communauté. Ce n'est pas à travers votre église, votre mosquée où vous allez vous intégrer. Encore moins par votre communauté, parce que la raison étant simple, des fois, ils n'ont pas l'heure juste sur ce qui est offert. Et des fois, ils vont vous orienter en fonction de leur expérience personnelle dans leur processus d'intégration. Or, peut-être s'ils sont arrivés il y a 30 ans de ça, il n'y avait pas tous ces organismes que finance le gouvernement pour faciliter et accélérer l'intégration des nouveaux arrivants. Et aussi parce que, bon, qu'on se le dise entre nous, écoute, toi, tu arrives, tu es habillé de diplôme. Moi, j'ai galéré, j'ai fait le ménage ici pendant 20 ans pour avoir ce que j'ai. Et toi, tu vas venir me dire que tu as, avec ton PhD, non, je vais t'orienter vers un travail. Je vais te dire, écoute, pourquoi tu ne vas pas prendre le cours à Montréal pour être préposé aux soins de santé? Tu vas trouver du travail tout de suite. Parce qu'ils ne savent pas que tu peux faire évaluer ton diplôme. Et peut-être avec un PhD, tu vas avoir l'équivalent d'une maîtrise ici, ou au minimum d'un bac. Et ça va te permettre de faire. Ils vont vous dire, pourquoi tu vas perdre ton temps à aller prendre des cours de langue alors que c'est en travaillant que tu vas finir par comprendre l'anglais ou par faire l'acquisition. Donc, il faut d'abord commencer par chercher les meilleurs endroits pour avoir les informations les plus judicieuses pour pouvoir entamer, accélérer ou s'assurer d'une intégration réussie et bien faite. Ensuite, la deuxième, c'est de se prendre en main et d'avoir des objectifs d'immigration. On a des fois des projets, on a établi aucun plan. Comment je veux m'intégrer ici? Voilà comment je vais surmonter et voilà comment je vais m'intégrer. Dans quel milieu je veux m'intégrer? Comment je veux m'intégrer? Est-ce que c'est un milieu éclectique ou est-ce que je vais rester dans mon petit œuf et fonctionner comme ça? Le troisième et le plus important, c'est de se redécouvrir et de s'assumer.
de se dépouiller des idées préconçues qu'on a de soi ou sur soi. Et au fait, comme on est plongé dans une société dite monochronique, donc une société individualiste, une société qui s'occupe de ses affaires et qui n'en a rien à foutre avec l'orientation ou le mode de vie de l'autre, c'est-à-dire commencer à adopter l'idée individualiste. Au Canada, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne, c'est peut-être pour ça, et de connaître aussi les lois, les responsabilités face à ces lois-là et ce qui est offert. Comme je vous ai dit, moi, je ne serais pas ici depuis 59 hivers si le Canada ne faisait pas preuve du respect de la dignité et du droit de chacun à chercher son bonheur, sa voie, sa niche, sans nuire à l'autre et parce qu'il y croit. Ce n'est pas ce genre d'étouffement qu'on a laissé chez nous. Il ne faut pas les répéter ici. Et si ça prend une chirurgie de nos communautés ou une espèce d'affirmation, les gens aiment ceux qui s'affirment. On respecte quelqu'un qui s'affirme, quelles que soient ses croyances. Tant et aussi longtemps qu'elles ne soient pas haineuses. Les seules personnes que je ne respecte pas sont les suprémacistes et les racistes, parce que la plupart du temps, pas parce qu'ils croient dans ça, mais c'est parce que la plupart du temps, ils sont bêtes. Je crois que c'est un critère d'embauche. Ils se basent sur des fondements, sur des choses qui n'ont aucun fondement pour détester l'autre, et ça mène à la haine, et j'ai une sainte horreur de tout ce qui est haineux. Mais quelqu'un qui s'affirme dans ce qu'il croit, dans ce qu'il est, j'ai un respect sacro-saint pour cette personne. Et c'est pour ça que moi, je vais répondre, oui, il faut sortir du placard si on veut assurer son intégration. Parce qu'en restant dans le placard, on devient une demi-personne et on n'arrive pas à mordre ou à mordre à ce que le Canada a à offrir selon ce que l'on est et ce que l'on veut être ici, sans tenir compte de ce que les uns et les autres peuvent penser. Moi, j'ai une petite fille qui vient de sortir du placard et qui pensait ne pas pouvoir me le dire parce qu'on lui a dit que c'est une communauté extrêmement homophobique que la communauté haïtienne. Je lui ai dit, mais je t'ai aimé la première minute que je t'ai vue, ton orientation, tu y as droit, et je n'ai rien à... C'est pas à moi de poser des jugements ou de quoi que ce soit. Tu restes et demeures ma petite fille, mais je voudrais que tu t'affirmes dans ce que tu te présentes comme tu es, et à tous les membres de la famille, et ceux qui ne t'acceptent pas, bon, déjà, tu fais une chirurgie drastique et tu les élimines de ta vie. Dès que tu t'aimes toi-même, tu n'as pas à te soucier de ce que les autres veulent elle est restée je crois qu'elle est encore surprise parce qu'elle m'envoie des emails à tout moment. Je n'aurais jamais cru que tu aurais réagi comme ça. Je dis, mais c'est mal me connaître. C'est vraiment mal me connaître. Est-ce que je t'aurais moins aimé si tu étais aveugle ou paralytique? Ce n'est pas une tare ni un défaut, c'est une orientation comme tout autre. Alors, je crois que pour être intégré, pour se réussir, pour s'actualiser, il faut s'affirmer dans ce que l'on est. Parce que c'est une bataille déjà perdue que de vouloir nier ce que l'on est. C'est ce que j'avais à vous offrir. Là, je vais laisser la période aux questions, ou à la discussion, pour que vous puissiez poser les questions que vous voulez ou les, comment dirais-je, les commentaires.